Bonjour et bienvenue à la téléconférence donnée par Mme Thérèse Bataise-Marquard, les ataxies, les caractéristiques psychiques et le contrôle des émotions. Je suis Jean Phénix, administrateur de la CAF. Cette conférence mettra en évidence les mécanismes cérébelleux qui interviennent dans les émotions et leur contrôle. Vous pourrez également mieux comprendre le rôle de la neuropsychologue et la relation qu'elle établit avec ses patients. Cette conférence organisée par la CAF est rendue possible grâce au soutien de la compagnie pharmaceutique Santhera. La téléconférence sera enregistrée. Cet enregistrement ne sera disponible qu'aux membres de la CAF. Bienvenue, Mme Bataise-Marquard. Je vais lire la même chose, mais en anglais. Hi, and welcome to this telephone conference given by Mrs. Thérèse Bataise-Marquard. Ataxia, psychological characteristic, regulation of emotional expression. I am Jean Phénix, CAFA Board Administrator. This conference will display the cerebellar mechanism which intervene with emotions. You will also better understand the neuropsychologist and his role with ataxic patients. This interactive conference organized by the CAFA is made possible by the support of Santhera Pharmaceuticals. The conference will be recorded and available for CAFA members only. For English-speaking participants, feel free to ask questions in your mother tongue and also a resume when needed during the conference to Mrs. Bataise-Marquard. Welcome to Mrs. Bataise-Marquard. À votre tour, Madame Bataise. Bonjour à tout le monde. Oui, ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous causer un peu de l'ataxie puis les problèmes qu'il peut y avoir. Je vais parler surtout en français, mais comme il a dit Monsieur Phénix, on peut me poser des questions en anglais à tout moment. Ça me fait plaisir de parler. Là, si vous suivez la conférence sur votre ordinateur, vous allez le voir toujours en anglais, une partie. Naturellement, je vais parler un peu plus en français, donc n'hésitez pas de m'interrompre. Je vais vous le dire en anglais. Please, you may interrupt me anytime. I'm going mainly to speak in French because most of the people are French Canadians. But don't hesitate to interrupt at any time so I can give you answers or explain to you. Okay? So I'm not going over the title again, but je vais vous parler du sommaire des points que je vais toucher. C'est un petit résumé de la littérature, juste pour vous donner une idée de ce qui a été fait récemment. Et on va parler après des problèmes psychiques souvent rapportés par les patients ou par les médecins. Et un troisième point sur les difficultés d'ordre psychique et aussi des fois les incompréhensions qui arrivent à cause de la dysarthrie. Et quatrièmement, je vais juste souligner que je vais me limiter aux questions liées aux ataxies génétiques de type Friedreich, les SCA2 surtout, il y en a aussi des 5 et 6 ici au Québec, mais beaucoup moins, et à l'ataxie spastique Charlevoix-Saguenay, parce que ça, ce sont vraiment ceux qui sont les plus touchés. Parce que si on va plus loin, on touche vraiment tellement de maladies qu'on va se perdre sur la route. D'accord? Donc voilà. Donc les problèmes qui sont souvent rapportés, est-ce qu'ils sont issus du fait que les ataxiques ont de la difficulté à accepter la maladie? Point d'interrogation, on peut se poser la question, parce qu'il faut toujours regarder, est-ce que c'est secondaire à la maladie ou est-ce que c'est vraiment secondaire, c'est-à-dire c'est une maladie psychiatrique de 1 parce qu'il y a des lésions cérébelleuses qui peuvent être là. Donc l'anxiété, puis pour chaque phénomène, vous pouvez avoir l'un ou l'autre, et c'est toujours au clinicien de déterminer c'est quoi exactement. Est-ce que c'est temporaire, on peut le soigner, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave? Est-ce qu'il y a une dépression? La dépression, c'est la plupart du temps, va arriver à un moment donné, soit après le diagnostic, ou même avant le diagnostic, ou durant la maladie à différentes périodes. Les idées suicidaires, je pense que j'ai souvent posé cette question aux malades. Chacun a eu à un moment donné
durant la maladie ou au début des idées suicidaires, ça c'est clair, parce que c'est pas facile de vivre avec une telle maladie. Des troubles obsessifs compulsifs, c'est moins fréquent, mais ça peut être quand même aussi le cas. Des difficultés d'adaptation, ça c'est certain. Il y en a presque toujours, et surtout que vous avez plusieurs périodes dans la vie. C'est-à-dire c'est une maladie qui évolue, et à chaque fois vous perdez un peu. C'est une nouvelle adaptation, et c'est très difficile à s'adapter et à accepter ou à composer avec. Et il y a aussi l'affect émoussé, on parle dans la littérature. Ça c'est plus des phénomènes qui arrivent chez les malades quand ils sont désespérés, puis ils veulent plus rien faire, ils se retirent en eux-mêmes, et puis il y a aussi l'isolation sociale qui intervient en même temps. Donc c'est souvent observé dans ces cas-là que ces syndromes surgissent. Voilà. On va revenir après là-dessus. Ensuite, il y a les comportements, irritabilité. Il y a toujours les deux côtés. On peut être irritable parce que on a un syndrome frontal qui nous rend irritable, mais on peut aussi être irritable parce qu'on vit beaucoup de frustration. Et à un moment donné, ça fait beaucoup. Puis là, on a un seuil de tolérance beaucoup moins élevé. Et il y a aussi des comportements d'agressivité qui vont un peu dans le même sens. On peut avoir les deux. On peut avoir un syndrome plus pathologique, mais on peut avoir aussi un syndrome d'agressivité parce que on vit beaucoup de frustration et à un moment donné, on devient agressif. L'impulsivité fait plus partie vraiment des fonctions, des liens avec les lobes frontaux. On peut être de nature un peu impulsif, ça existe aussi, mais on peut aussi devenir plus impulsif parce qu'on arrive moins à contrôler ce comportement qui est relié avec ces circuits et qui peuvent être diminués. L'autocritique, c'est un mot, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui font un déni de leur maladie, qui ne veulent pas accepter ou qui ne veulent pas la regarder en face, qui est un comportement normal au début. Des fois, ça peut être amélioré quand même, cette autocritique, mais ils peuvent aussi la perdre, cette autocritique, en cours de route à cause d'un affaissement de ces liens avec les circuits frontaux. Rigidité, c'est toujours les deux phénomènes, soit on est rigide, on a un syndrome de rigidité par un syndrome vraiment pathologique, ou on peut avoir une rigidité secondaire à sa maladie pour toutes sortes de raisons. Voilà. Si on parle de la littérature scientifique plus récente, j'ai trouvé surtout intéressante le Parvizi Joseph, qui travaille aussi avec Schmackman, qui a étudié, qui a prouvé par des moyens techniques, des moyens de notre radiologie aujourd'hui, que le rire et le pleur des malades qui ne peuvent pas l'arrêter, ce sont des émotions, sont vraiment causées par une interruption de la projection cortico-ponto-cérébelleuse. Et ce phénomène, on peut des fois les rencontrer aussi chez les ataxiques, mais dans un moindre degré que dans la vraie pathologie avec le rire et le pleur, qui est plus pulvaire. Juste pour revenir à l'étude de Schmackman, parce que Schmackman, on en parle beaucoup, parce que lui, il a écrit énormément sur les malades avec les problèmes au niveau du cervelet, les fonctions cognitives et les fonctions justement affectives. Et d'ailleurs, il a formulé le nouveau syndrome, c'est cognitivo-affectif, c'est comme ça il l'appelle maintenant. La première étude qu'il avait faite avec Sherman, c'était une étude de 13 patients avec des AVC, 3 patients avec une cérébellite post-infectieuse, 3 patients avec une atrophie corticale du cervelet, puis un patient avec une tumeur cérébelleuse. Donc vous voyez, c'est d'autres pathologies. Ça n'a vraiment rien à faire avec les ataxiques. Parce que si je compare
avec les ataxies que nous on a vues dans nos cliniques, et je parle uniquement de notre clinique, ça ne veut pas dire que ça englobe tout le monde, mais on a vu relativement peu, très peu de syndrome vraiment psychiatrique. C'est des gens qui ont eu des dépressions, qui ont eu d'autres effets secondaires à leur maladie. Les psychiatriques, on les voyait plus souvent dans la maladie de l'atrophie, en fait, de Charlevoix-Saguenay, le syndrome Charlevoix-Saguenay, qui ont une atteinte du vermis beaucoup plus prononcée. Mais les Friedreich et les SCA2, on en voyait très peu de problèmes vraiment d'ordre psychiatrique comme tel. C'est toujours secondaire à leur maladie. Et Schmartmann, il avait regardé d'autres patients, mais avec des atteintes cérébelleuses pour d'autres raisons, mais qui sont tout à fait justifiées, et qui sont aujourd'hui prouvées que c'est vrai, il y a un lien entre surtout l'archicervelet, vous avez le fastidieux, vous avez les liens, je vais le montrer tout à l'heure. Alors à part des déficits cognitifs, il montre des changements de la personnalité. Les changements de personnalité, vous pouvez les voir aussi dans les traumatismes crâniens. Ces gens-là ont perdu des fonctions et ils ont un changement de personnalité qui très souvent qui s'établit à cause des lésions qu'ils ont subies. Et ça peut être la même chose chez les ataxiques. Un affect émoussé, des comportements désinhibés et inappropriés. Donc ça c'est le résumé du Dr Schmartmann. Et ça, c'était une revue très complète de toutes les maladies qu'il a cérébelleuses. Il faudrait le lire une fois. C'est vraiment un article très intéressant. Sur l'état psychique dans les maladies cérébelleuses at large. Puis il a appelé le vermis le cervelet limbique. Il y a une erreur là-dedans. Alors voilà. Donc je reviens là-dessus, je pense que je me répète là, nous relevons de ces études des changements de personnalité, des désordres de type psychotique, la dépression qui peut être soignée. Et ça, il le souligne parce que souvent les gens ne se font pas traiter pour les dépressions, puis je pense que c'est très important de pouvoir les traiter pour les dépressions quand il y en a. Et bien que ça peut être secondaire à leur maladie, ça se traite. Parfois une apathie de modéré à sévère, ceci est généralement accompagné des troubles cognitifs. Et là, il ne faut pas généraliser, ça peut et ça ne peut pas être accompagné des troubles cognitifs. Ces études sont basées sur des évaluations et soutenues avec les MRI, PET scan pour démontrer que le cervelet est vraiment impliqué. Ça c'est plus spécifique, ce qui ressort vraiment, c'est que le vermis est impliqué, le noyau fastidieux, et ces structures sont reliées au thalamus et au système limbique, ce qui explique la ressemblance des syndromes psychiatriques avec des lésions uniquement limbiques. Et voilà, et les syndromes psychiatriques avec le système limbique et le cortex frontal qui sont reliés avec le cortex frontal. J'ai mis juste des schémas que vous pouvez regarder sur votre ordinateur. Je n'irai pas dans les détails, vous le voyez très bien, c'est très bien décrit comment ça fonctionne, du cervelet au thalamus, au niveau du lobe pariétal, du préfrontal, etc. Puis il retourne dans les pontines, dans les noyaux pontines. Et ici, c'est seulement les noyaux de la base qui sont expliqués, les 5 liens majeurs qui existent à ce niveau-là. Donc, nous, on avait publié une étude, comme je vous ai parlé tout à l'heure. On n'a pas publié, c'était sur les SCA2, mais qui ressemble énormément à celle-là. Qui est la Friedreich ataxie. Puis on avait fait un double blind, c'est-à-dire on avait eu un groupe de Friedreich et un groupe de normaux, et on les a évalués de façon psychiatrique avec un psychiatre qui a eu des questionnaires, qui a fait une entrevue psychiatrique et plusieurs questionnaires pour la dépression, pour les troubles psychiatriques. Et tout ce qui est sorti de ça, c'est que les résultats indiquent qu'une diminution de la vitesse de transmission de l'information n'implique pas une atteinte du cortex préfrontal majeur, ni des caractéristiques majeures psychiatriques. On note une tendance à la dépression situationnelle.
Donc c'est ça ce qu'on avait vu à ce moment-là. Et puis, un point que je voudrais vraiment souligner, puis je tiens à ça parce que c'est important. Je pense que souvent, on observe qu'il y a une dysarthrie qui est importante et souvent les malades ont la difficulté de transmettre leur désir de ce qu'ils veulent communiquer et le soignant ne comprend pas toujours. Ça m'est arrivé plusieurs fois à l'hôpital qu'on m'a appelé sur les étages pour aller aider les gens pour voir si je comprenais mieux que les autres, pour savoir qu'est-ce que le malade voulait vraiment avoir. Et c'est important de prendre le temps puis pour écouter bien qu'est-ce qu'il veut le malade. J'en ai eu un autre pour vous donner un exemple. C'était quelqu'un qui ne pouvait plus prendre soin de lui-même tout seul à la maison, mais il refusait d'aller dans une résidence. Alors à un moment donné, j'ai pu parler avec lui. Mais c'était quelqu'un qui voulait tout simplement prendre ses livres avec lui et son ordinateur pour qu'il puisse continuer à faire ses activités comme avant. Et la résidence lui offrait seulement une chambre qui était trop petite pour prendre tout ça. Et il refusait de déménager. Alors quand on avait fini d'expliquer si on lui offrait une chambre plus grande, il allait déménager, puis c'est ce qui est arrivé finalement. Donc c'est de là où j'ai compris que il faut prendre le temps pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas toujours qu'ils sont rigides et qu'ils ont des comportements pathologiques qu'ils ne veulent pas. C'est souvent une incompréhension aussi qui peut être le cas. Donc prenons le temps pour voir qu'est-ce que vraiment est le besoin de chacun de ces malades, ce qui est très important. Je vous ai mis juste une récapitulation de l'anatomie, mais je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Alors le jaune, c'est vraiment l'archicervelet, c'est là où il y a le flocculus là-dedans, puis le milieu, c'est le paléocervelet, et vous avez le néocervelet à la fin, qui est le dernier, qui est le plus, probablement le plus sophistiqué aussi. Et dans les structures de la base, donc vous voyez dans les jaunes, c'est l'archicervelet, vous avez le noyau fastidieux, le paléocervelet, vous avez le noyau interpositus, et le néocervelet, vous avez le noyau dentelé, qui est très impliqué dans tous les circuits cognitivo-comportementaux. Voilà. La question clé dans cette maladie-là, je pense, c'est vraiment le diagnostic. Je me suis souvent posé moi-même cette question-là pour comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que nous accepterions, nous, un diagnostic d'une maladie incurable, dégénérative, sans espoir vraiment de trouver une remède pour améliorer l'évolution de la maladie? Je pense que c'est très, très difficile de répondre à cette question-là. Il faut se mettre vraiment dans les chaussures du malade pour dire, c'est pas seulement de faire un deuil sur ce qui était avant, mais c'est apprendre à composer avec la maladie. Et c'est de leur offrir un support indéniable pour les encourager, pour continuer, parce que il y a quand même des très belles choses que chacun peut vivre malgré la maladie, si la personne se sent bien comme elle est. Et pour arriver à ça, ça prend beaucoup de choses. Alors moi, pour terminer mon court récit, après ça vous me posez des questions, je vais juste vous lire ma dernière pensée, c'est vraiment, nous pensons qu'il est très important de soutenir les malades atteints de l'ataxie, de les aider pour qu'ils puissent faire leurs études, éventuellement trouver un travail. J'ai vu des malades qui ont travaillé assez longtemps et quand on les suit, j'ai même pu intervenir pour certains pour qu'on coupe la semaine en deux, qui travaillaient 2 jours et 2 jours, puis au milieu il y avait un jour de congé pour qu'ils pouvaient se reposer, parce que je voyais que le patient ou la patiente se fatiguait beaucoup avec les transports, avec tous les mouvements qui doivent être pensés avant les faire, qui fatigue beaucoup plus une personne qu'une autre personne, mais la personne était capable, une fois assise sur sa chaise pour faire son travail, de quand même fonctionner.
C'est pour ça que je trouve que c'est très important que les gens soient scolarisés, qu'on leur donne des possibilités pour le faire. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus possible qu'il y a 20 ans. Ça évolue tout le temps de façon très positive. Il faut les aider à traverser les divers états. Leur état change continuellement à cause de l'évolution de la maladie, ce qui requiert à chaque fois une nouvelle adaptation physique et mentale qui n'est pas négligeable. Il est important de les encourager à socialiser pour éviter de s'isoler. Ça c'est le pire qui peut arriver quand on commence à s'isoler et quand on ne veut plus participer à la vie avec toute la société. Voilà. Donc là, je suis ouverte pour vos questions. Est-ce qu'il y a des recherches de fait pour la maladie? Des recherches pour la maladie? Pour guérir, pour essayer de trouver quelque chose pour guérir cette maladie? Écoutez, il y a beaucoup de recherches qui se font, surtout en génétique, parce qu'on pense aujourd'hui c'est la génétique qui va trouver la clé, comment pouvoir traiter la maladie. Là, la génétique a beaucoup avancé, mais là, c'est l'autre étape pour trouver, on a trouvé des gènes qui sont atteints ou qui sont pas comme les autres. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur ça. Mais on est encore loin. Il y a vous savez, c'est l'idépénone qui est quand même utilisé, mais c'est pas pour traiter ni arrêter la maladie comme telle, c'est pour finalement des effets secondaires de la maladie qu'on les traite avec ce médicament-là. Autrement, je ne pense pas qu'il y a actuellement d'autres recherches qui se font pour justement trouver un remède pour la maladie. C'est vraiment, on mise vraiment sur la génétique. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la SCA2? La SCA2, c'est une atteinte spinocérébelleuse, c'est de type 2. Et ça, c'est avant, on l'appelait olivopontocérébelleuse, si vous voulez. OK, parce que moi, je souffre de l'ataxie de Bose. Oui, c'est ça. C'est probablement dans cette famille-là. Votre médecin vous a pas fait la détermination génétique? Oui, j'ai fait des tests génétiques, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a classé dans quel... Oh mon Dieu, je ne me souviens pas. L'ataxie de Bose, c'était... Excusez-moi. L'ataxie de Bose, c'est une forme d'ataxie récessive où les deux parents doivent être porteurs du gène. C'est une nouvelle forme d'ataxie qui a été découverte il y a environ 3-4 ans. Oui. J'ai été diagnostiquée au début, moi. Au début, quand vous... Ça a été trouvé en 2006, j'ai été diagnostiquée en 2006. OK. Bon, c'est bon. Moi, j'aimerais savoir, un neuropsychologue, est-ce qu'il faut le demander à notre médecin de le rencontrer? Oui. Demandez à votre médecin que vous aimeriez avoir une évaluation en neuropsychologie, parce que le neuropsychologue, en général, c'est pour une évaluation en neuropsychologie, pour étudier, pour faire un dossier, comment vous fonctionnez du point de vue cognitif. Mais aussi, on regarde toujours aussi les aspects psychologiques en même temps. Okay. Maintenant, le neuropsychologue n'est pas forcément en mesure de vous suivre pour une thérapie, etc. Il y en a qui sont capables de faire ça aussi, parce qu'ils ont fait ça en deuxième lieu. Parfait, merci. De rien. Oui, les gens qui vivent avec l'ataxie ont des problèmes, dans le fond, c'est d'intégration sociale. Ils ont besoin de support pour l'intégration sociale. Ouais. Pour l'acceptation sociale de leur maladie, eux autres même, l'acceptation de leur maladie. Très important. Oui. Est-ce qu'il y a des... Très important. Et puis ça, en général, ça prend vraiment un bon psychologue qui connaît la maladie et
qui est familiarisé pour justement donner ce support-là et pour faire une thérapie pour les amener à composer avec cette maladie-là et pour ne pas perdre justement le côté social et continuer à socialiser. Ça, c'est toujours la première chose que je souligne, qu'ils contactent l'association et qu'ils participent aux sorties, aux rencontres, etc. Mais souvent, ils sont comme réfractaires au début parce qu'ils ne veulent pas s'associer avec les autres malades. Et ça prend un certain temps pour le faire. Mais on peut aussi les diriger vers d'autres associations où il y a d'autres maladies, comme les traumatismes crâniens, par exemple. Ils sont aussi une association. Et très souvent, ça peut fonctionner aussi parce que d'autres gens, c'est d'autres problèmes. Ça, je vous dis, vous avez raison, parce que moi, j'ai l'ataxie très drèche, mais oui, qui évolue très lentement. Oui. Et puis, au début, avec l'association, j'ai vu vraiment, là, qu'est-ce que c'était, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu des images où je voyais des personnes qui, dans leur train-train quotidien, puis j'ai arrêté de communiquer parce que je me disais, non, moi, je me rendrai pas jusque-là. Oui. Puis je vais vous dire, ça l'affecte beaucoup. Mais on est toute seule là-dedans, c'est ça qu'il y a. Oui, donc il faut vraiment essayer de contacter d'autres gens pour faire d'autres activités. Vous pouvez faire ça aussi, surtout si vous êtes fonctionnel, mais pas pour que vous restez isolé. Et moi, je peux comprendre ça au début, qu'on ne veut pas toujours faire face là, parce que souvent on voit des gens quand même qui sont déjà assez avancés, et c'est dur. Oui, c'est ça. C'est très dur, ça. Il faut être honnête. Exactement. J'ai pris, ça m'a pris une année avant de revenir. Là. J'ai participé à la marche, puis oui. Maintenant, c'est correct, c'est accepté. Puis je me dis, bon, je suis chanceuse d'être comme je suis aujourd'hui. Oui. Mais je vous dis que les 2 premières années, lorsqu'on a le résultat, lorsqu'on sait ce qu'on a, oui. On est vraiment isolé, on est vraiment seul. C'est ce que je trouve, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Oui, ça c'est difficile. Puis ça, en général, ça devrait être un petit peu au médecin qui vous communique le diagnostic pour prendre ça en main, pour vous diriger, je dirais. Sauf que les médecins, aujourd'hui, ils ont très peu de temps. S'ils étaient mieux entourés par une équipe, ça pourrait se faire de façon beaucoup mieux. Moi, je vois ça toujours un peu dans ce sens-là. Je rêve un jour qu'il va y avoir vraiment une équipe avec un médecin, puis un neuropsychologue, un psychologue, une ergothérapeute, une travailleuse sociale. Oh, mon Dieu, c'est un beau rêve. Ça sera l'idéal pour pouvoir diriger les gens, puis que les gens se sentent aussi reçus, puis pas qu'ils sont encore pris avec le problème. Je dois contacter un tel, je dois contacter un autre. Mais des fois, on est fatigué aussi juste de composer avec la vie de tous les jours. Exactement. Oui. Ouais. Mais comment faire accepter un enfant cette maladie-là? Comment annoncer? J'ai ma petite fille, elle a 14 ans, puis elle a beaucoup de difficultés à accepter. Oui. Ça, c'est pas facile, ça. Si vous n'arrivez pas, vous devrez consulter un psychologue pour, si elle veut bien. Elle a toute une équipe autour d'elle, mais elle ne veut pas, disons qu'elle commence juste à le dire qu'elle est malade, mais elle est rendue qu'elle peut presque plus marcher. Oui. Mais elle ne veut pas prendre de chaise roulante parce qu'elle a peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Elle a encore le déni, comme on dit. Oui, bien sûr, elle est encore là-dedans. De l'autre côté, il faut prendre le temps de souvent lui en parler, les avantages d'une chaise, parce que ça va lui permettre de se fatiguer beaucoup moins, de risquer moins d'accidents aussi, de tomber et de se faire mal. Et qu'en général, les autres enfants sont quand même, avec une chaise roulante, j'ai vu beaucoup moins de problèmes que lorsque les gens ont des difficultés pour marcher puis tombent. Parce que souvent, ils sont pris aussi comme s'ils avaient pris un coup ou s'ils avaient pris une drogue. Donc, c'est encore pire de se faire se faire méprendre pour des choses comme ça, quand on sait que c'est pas du tout ça, c'est une maladie. Non, moi j'essaierais plutôt de lui parler d'une chaise,
Mais on peut vivre avec une chaise, il y a des chaises automatiques à un moment donné, puis on peut circuler comme dans une voiture, ça se fait. Ça se fait, puis aujourd'hui quand même, presque tout est accessible pour ces patients-là. S'ils sont dans une grande ville, il faut le dire, hein, il y a des exceptions quand vous êtes à la campagne. Enfants, il y a tout le monde alentour aussi. Ah oui. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça difficile parce que eux, pour eux, non, tu sais, t'es correct, t'es encore capable de marcher, fait qu'à moi, là, tu sais, c'est. Non, c'est pas vrai, ça, parce que eux, surtout eux, ils ont souvent des grands sentiments de culpabilité parce qu'ils sont bien, ils ont rien et c'est encore pire que celui qui a la maladie. Hein. Je pense que eux, ils ont autant besoin de support que la personne elle-même. Il faut pas du tout négliger cet aspect-là. Au contraire, il faut leur dire aussi de ne pas hésiter de consulter s'ils ont besoin, parce que souvent ça peut aider énormément. Exactement. Oui, pour comprendre aussi la maladie et pour savoir qu'est-ce que vous vivez ou qu'est-ce que la personne qui est malade vit. Mais l'autre personne aussi peut vivre des choses comme une mère. Elle peut vivre des choses bien difficiles quand elle a un enfant qui est atteint de cette maladie, puis la mère, elle n'a rien du tout. Oui. C'est pas facile à vivre, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Ouais. C'est pas facile à comprendre, parce que pour la famille, comme me l'a dit, je trouve que on ne saurait pas être malade. Je pense qu'au début, là, après ça, c'est pour ça que c'est pas facile pour eux à comprendre. Oui. Quoi? Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des cellules souches? Les cellules souches mais pour la taxi, vous parlez? Pour le taxi? Écoutez, moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. C'est certain que j'ai lu là-dessus. Et peut-être un jour, il y aurait un avenir là-dedans. Je ne sais pas. Mais ça dépend de chaque maladie. Je ne pourrais pas vous répondre d'une façon scientifique sur les cellules souches. Non, vraiment pas. Là, il faudrait s'adresser à quelqu'un qui est en génétique et qui connaît ça mieux que moi. Parce que ça, c'est vraiment la question pour la génétique. Oui, merci. Je suis désolée. Comment est-ce qu'on agit sur une enfant? Je vous entends très mal. Comment est-ce qu'on annonce à un enfant notre maladie? Comment annoncer la maladie à votre garçon? À un enfant. À un enfant? Oui. Ça, c'est pas une chose facile. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de son niveau de compréhension, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il faut d'abord regarder ces facteurs-là, puis ensuite, on peut procéder. Mais faites-vous donc conseiller par un professionnel ou par un psychologue comment vous pourriez aborder le sujet avec votre enfant pour y aller très doucement, pour ne pas le blesser, pour avoir finalement un bon résultat avec lui. Ou peut-être même aller consulter avec lui s'il veut, ça dépend de l'âge. S'ils sont assez jeunes, on peut en général aller en famille, c'est encore mieux. Mais c'est très difficile d'annoncer une telle chose à un enfant, ça c'est évident. On a souvent besoin, parce qu'on n'a jamais fait ça, c'est que personne nous a appris d'annoncer un diagnostic à un de nos enfants, ça c'est clair. Merci. De rien. Peut-être quelques questions en anglais, si des gens... Oui. Peut-être vous adresser aux gens qui sont anglophones. Anybody would have some questions in English?
Pas l'air. Non. Non. Ça l'être laid, autant en français qu'en anglais. Oui. La question qui est souvent demandée, c'est où les gens peuvent trouver du soutien psychologique disons, à l'extérieur de Montréal, des grands centres, Québec, Sherbrooke. Alors à Québec, il y a quand même, il y a le centre de réadaptation François, Charon. Oui, Charon, qui ont quand même beaucoup travaillé avec les ataxiques, je le sais, parce que j'en ai eu plusieurs qui étaient là-bas aussi. Je pense que ça c'est un bon centre pour justement les appeler, pour savoir s'ils ont des psychologues qui connaissent mieux la maladie. Et dans les hôpitaux, en général, ils doivent quand même, si vous avez un médecin, un neurologue qui vous suit dans un hôpital comme à Québec, vous pouvez lui demander de vous référer à un psychologue. Qui connaît la maladie. Comment? Un psychologue qui connaît la maladie. Oui, ça prend vraiment un psychologue qui connaît la maladie parce que, bon, en général, quand même, c'est supposé qu'ils savent ce que c'est une ataxie, mais c'est de savoir que ces gens-là ont une maladie dégénérative et que ça peut évoluer, puis que c'est des situations d'adaptation. Donc c'est à différents moments, je pense qu'un psychologue est nécessaire d'intervenir pour aider et soutenir les patients, pour aussi leur permettre de pouvoir ventiler leurs frustrations, leurs affaires. C'est très important, ça aide énormément pour mieux pouvoir vivre, pour se sentir mieux dans sa peau aussi. Je pense que ça c'est pour l'être, pour n'importe quel être humain, quand il se sent bien dans sa peau, soit malade, soit bien, on est beaucoup mieux. En plus de socialiser, c'est important aussi, j'imagine, d'avoir des buts, d'avoir des défis dans la vie qui motivent les gens. Tout à fait. Mais vous comprenez, quand on est bien dans sa peau, on pense toujours à des choses à faire, on est plus enthousiaste pour avoir des buts, pour réaliser des choses. C'est très, très important. Mais ça, c'est aussi une chose que par exemple, l'association d'ataxie peut faire, surtout avec leur journal qu'ils écrivent, et qu'il y a des témoignages dans ce journal où les gens parlent de leur vécu et de leurs espoirs et de leurs voyages qu'ils réalisent ou de leurs affaires sportives qu'ils font. Moi, je trouve que ça c'est extraordinaire et ça aide beaucoup. J'aimerais savoir, tantôt, vous avez parlé des syndromes qu'on pourrait avoir, pas des syndromes, des symptômes. Oui. Le vertige. Oui. Est-ce que vous avez plusieurs patients qui vous parlent souvent de vertige? Oui, le vertige, ça fait partie aussi du cerblé, quand on s'entend là-dessus. OK, parce que j'essayais de contacter à plusieurs reprises mon médecin, mais sans retour d'appel. Parce que j'ai beaucoup de vertige. J'ai attribué ça à la fatigue. Non. Il faut lui faire une bonne description. Observez vos vertiges quand ils arrivent. Et quand vous le voyez, votre médecin, et en général, ça prend quand même un neurologue, vous devrez lui en parler. Et c'est important, oui. Il y a des exercices à faire, des fois, qui peuvent aider à améliorer cette situation-là, physiquement. Il y a des fois aussi un médicament, mais ça dépend. Je peux pas. Ça c'est le médecin qui doit regarder ça. Parce qu'il y a les lésions aussi au niveau des oreilles, donc ça fait comme une labyrinthite, dans le fond. Oui. Les gens aussi devraient consulter pour leur santé générale aussi. Pas tout mettre sur le compte de la taxi. Là, il peut, Absolument, parce que c'est sûr qu'on peut avoir aussi d'autres problèmes qui n'ont rien à faire avec la taxi, comme tout être humain. Et il ne faut pas être gêné pour ça du tout, non, au contraire. C'est pour ça que c'est important de connaître un médecin de famille. Oui, un médecin aussi qui connaît les ataxies. Il va être capable de faire discerner les problèmes qui ne sont pas liés à l'ataxie, comprendre. Oui. Oui, tout à fait. Mais en général, un bon médecin de famille qui vous suit depuis un bout du temps, il doit savoir un petit peu qu'est-ce que c'est l'ataxie. S'il vous a vu, il devrait être capable de suivre ça. Oui.
qu'on va retrouver votre conférence sur Internet? Je pense que ma conférence est sur l'Internet, oui. Voyons. Non? La conférence... Pour la taxi, je pense non, c'est limité quand même pour les ataxiques. Ouais. La présente conférence est enregistrée là, pour les membres seulement. Elle va être disponible seulement pour les membres de l'association. Quelles sont les perspectives futures pour le traitement des gens qui ont l'ataxie? Il y en a qui parlent de médicaments, de support familial, social. Quelles sont les perspectives qui s'en viennent? Quels sont les... Je pense que si on veut prendre le maintenant, le maintenant, c'est vraiment de leur assurer une meilleure qualité de vie, et ça, c'est de leur offrir tous les services dont ils en ont besoin. C'est-à-dire de pouvoir consulter, de pouvoir avoir leur chaise, de pouvoir avoir un ordinateur adapté, toutes ces choses-là, de l'aide pour aller à l'école, toutes ces affaires-là, ça c'est important pour améliorer leur qualité de vie. Maintenant, pour le traitement comme tel, moi je vous dirais, je suis pas pessimiste du tout, je suis optimiste, ça va venir, mais à mon avis, c'est encore loin. C'est encore loin. Quand je regarde les recherches qui se font, regardez, si vous regardez la maladie de, par exemple, la sclérose en plaques, le Parkinson, c'est des maladies tellement étudiées. On connaît toujours pas la cause, qu'est-ce qui a causé vraiment ces maladies-là. On a fait toutes les pistes possibles et impossibles. Ils ont trouvé des médicaments, oui, qui améliorent quand même un petit peu, mais il n'y en a aucune pour l'instant qui va arrêter la maladie non plus. Donc, on est, pour ça, je pense qu'on n'est pas à la porte tout de suite. C'est plus de soigner les effets secondaires comme le diabète, les cardiopathologies et toutes ces choses-là, ce qui est important, surtout, comme on le sait, dans la maladie de Friedreich, si ces problèmes-là surgissent. Donc, ne pas les négliger, au contraire, de vraiment les faire soigner. Autrement dit, réduire le stress, c'est une bonne façon de... Éviter le stress, ça c'est important. Oui. Faciliter les communications aussi. L'ordinateur, c'est un bon moyen de communiquer aussi, qui facilite la communication, c'est très, très important. Je trouve que, comme aussi les communications téléphoniques sont pas toujours évidentes pour les ataxiques, toutes ces choses-là doivent être améliorées pour eux. C'est primordial à mon avis. Parce que j'ai toujours vu aussi une affaire, par exemple, quand vous avez un ataxique qui va vous parler et qui a une grande dysarthrie, parce que c'est avec la respiration aussi. Les orthophonistes ont quand même fait beaucoup de choses, on s'entend là-dessus. Les orthophonistes peuvent améliorer quand même le langage, peuvent améliorer comment on respire quand on a cette dysarthrie-là. Et c'est vraiment ceux qui ont fait le plus pour les ataxiques, à mon avis, jusqu'à maintenant. Pour améliorer les problèmes cognitifs, par exemple, je pense que chez les ataxiques, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites, et je pense qu'il faudrait prendre chaque cas séparément, surtout par les ergothérapeutes, qui leur montrent comment ils peuvent avoir des repères s'ils oublient des choses, etc., et comment s'organiser. Probablement, les ergothérapeutes sont les mieux placés pour faire ça pour l'instant pour les ataxiques. Pour d'autres remèdes, enfin ça c'est des choses qui doivent vraiment être faites pour les ataxiques pour avoir une meilleure qualité de vie, ça c'est clair. Ce que je voulais dire là, je pense que j'ai perdu mon fil, c'est qu'il y a une dysynchronisation entre la pensée et le langage exprimé. Parce que les pensées viennent beaucoup plus vite que lorsque vous parlez. Parce que le parler prend tellement de temps pour sortir un mot pour que l'autre vous comprenne. Et là, vous pouvez perdre beaucoup d'informations. Parce que votre pensée, elle continue à rouler. Et ça, c'est quelqu'un qui vous parle et qui veut comprendre ce que vous voulez dire, doit vraiment prendre le temps et la patience pour vous écouter
pour pouvoir comprendre ce que vous voulez lui communiquer. Mais ça vient de cette dysynchronisation de langage exprimé et la pensée qui va plus vite. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été étudié jusqu'à date pour faire mention. Parce que vous le voyez, par exemple, j'ai eu des ataxiques qui m'ont dit qu'ils ont des fois aussi des difficultés pour comprendre quand des gens parlent, et surtout plusieurs personnes, mais ils n'ont aucun problème pour lire un texte très complexe. Alors c'est la même chose. Oui, c'est vrai, je m'en suis aperçue. Oui, c'est la même chose. La compréhension, elle est là. Quand ils peuvent se concentrer sur un texte, ils peuvent le lire, mais quand ils doivent faire attention à plusieurs personnes qui parlent en même temps, c'est impossible. Ça vient aussi de leur problème C'est dur de saisir ce qu'on veut. Donc. Comprendre qu'il ne faut en même temps trop d'informations. C'est ça. Voilà. Ou même des fois aussi, je sais pas, il y a certaines personnes qui parlent, puis on comprend pas même un mot seulement. Oui, je sais pas. Le mot, il rentre pas, on dirait, dans notre tête. Là, je le fais répéter. C'est un mot très, très simple. Là, c'est juste que je le comprends pas. Oui. OK. Oui. Dans le fond, ce qui serait bon, ce serait d'avoir un centre vraiment spécialisé seulement pour les ataxies. Oui, ça sera un rêve à réaliser. Oui. Mais c'est des choses à y penser, justement, puis et pas les oublier, justement. Ces choses-là se font, j'en suis sûre. D'ailleurs, je suis invitée pour aller en Colombie. J'ai une collègue l'année prochaine qui travaille aussi avec les ataxiques en Colombie. C'est Olga Petrasa. Elle a déjà travaillé ici à Montréal aussi, puis je pense qu'elle a été connue ici. Et je vais voir qu'est-ce qu'eux, ils font là-bas pour... on peut toujours se laisser inspirer. Mais c'est sûr, quand on aurait un centre pour les ataxiques, ça sera vraiment l'idéal. Et ça devrait être à Montréal pour que tout le monde puisse venir, pour pouvoir en profiter, puis apprendre certaines choses. Mais est-ce que c'est possible avec notre système de santé? Je ne sais pas. Peut-être si on peut l'organiser de façon en parallèle. Oui, je ne sais pas. Ça serait quasiment comme parallèle. Ouais. Je pense que ça serait mieux. Ouais. Je suis en train de rêver, excusez-moi. Des fois, ça fait du bien de rêver. Il faut bien. Parce que le problème, je pense qu'on vit toutes la même chose, sauf que souvent, il y a beaucoup de, comment on dit ça, d'incompréhension. Oui, oui. Ah, ça j'ai vu, ça m'a frappé, cette incompréhension qui existe à tous les niveaux. Moi, j'ai eu le privilège de voir vraiment beaucoup de monde et j'ai énormément appris par tous ces malades-là. Moi, je considère ça un privilège qui m'a apporté énormément de choses pour peut-être un peu mieux comprendre qu'est-ce que ces gens-là vivent et qu'est-ce qu'ils traversent. C'est ça. Puis chaque personne le traverse à sa manière aussi. Oui, oui, tout à fait. Et chaque personne a une force personnelle aussi. Oui. Vous savez, il y a des gens qui sont équipés mieux et il y en a d'autres gens qui sont un peu moins fortunés de ce point de vue-là. Et il faut les soutenir beaucoup plus. Exactement. C'est la variation de l'être humain dans tout. Les problèmes... Le patient, soutenir la famille, oui, ça englobe vraiment tout, cette maladie-là. C'est l'acceptation que deux parents aient transmis la maladie à un enfant. Oui. Sans que, comme chez nous, personne l'avait, puis les parents, mon père disait, tu peux pas être malade, parce que je ne suis pas malade. C'est ça, exactement. Donc, il fallait essayer de lui faire comprendre que non, il était seulement porteur. Il était le porteur, mais il ne le savait pas, peut-être. C'est ça. Oui. Puis c'est terrible pour les parents aussi. Oui. C'est terrible parce que on voudrait avoir des enfants tous, des enfants en bonne santé. On a des rêves pour nos parents, oui, pour nos enfants. Tout
Oui, Ah les oui. parents, on a des rêves pour nos enfants, on se sent responsable, en effet. C'est ça. Oui. Comme moi, ma fille, elle est automatiquement porteuse. Donc, lorsqu'elle va vouloir avoir des enfants, c'est sûr qu'elle va être un peu inquiète. Oui, mais aujourd'hui, elle peut au moins se faire génétiquement conseiller pendant sa grossesse ou au début de la grossesse. Donc, il y a quand même une possibilité de garder l'enfant ou pas le garder. Si Oui, c'est atteint. c'est toujours un choix difficile, pareil. C'est un choix très difficile. ça, c'est Oui. certain. Je pense que dans ces cas-là, le meilleur choix, c'est en général d'adopter un enfant, mais on peut juste... C'est pas Mais facile donc, non plus. dans son cas, elle est seulement porteuse. Donc, il y a une Oui. chance sur deux que son enfant soit porteur. C'est ça. C'est son mari qui devra aller faire prendre une prise de sang pour savoir si lui n'a pas la maladie. S'il l'a pas, il n'y a pas de danger. Oui, il n'y a pas de danger, exactement. Ouais. L'enfant, bon, il peut être porteur, ça sera son tour par après à faire des démarches. Oui. Mais c'est sûr, quand on saute les générations, puis quand on fait plus d'enfants, ça atténue finalement, avec le temps, la distribution de ces gènes-là. Les problèmes rapportés aux observants cliniques là, sont liés aux problèmes de communication, d'acceptation, j'imagine, d'irritabilité, Oui, agressivité, impulsivité. beaucoup de ces choses-là sont reliées à ça, puis il y a des frustrations. Vous savez, il y a des frustrations personnelles. Je peux pas faire ça, je réussis pas à faire ceci, puis le rejet de ses amis. C'est beaucoup de choses que ces malades ont à composer avec. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça les rend plus irritables et plus agressifs. C'est clair, on peut comprendre ça, mais il y a des façons de leur apprendre quand même de composer avec ces comportements-là. Il y a un gros travail à faire aussi d'information auprès du milieu de vie, des parents, des amis, Oui. des proches aussi. Faire connaître la maladie, la réalité de la maladie. Oui, tout à fait. Mais ces gens-là ont aussi des capacités. Là. Ces gens-là sont Ben, des absolument. capacités qu'il faut mettre en valeur, il faut faire connaître. Oui. Puis je ne suis pas tout à fait d'accord avec Schmarman dans ses affaires que le psychiatrique est toujours relié avec les cognitifs. C'est pas vrai. J'ai lu des malades qui ont eu un fonctionnement cognitif tout à fait normal et qui pouvaient quand même faire une dépression secondaire à leur maladie, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient cognitivement moins fonctionnels, pas du tout. Non, parce que je pense que toute personne l'a déjà pensé, a déjà fait une dépression ou même pensé au suicide, Absolument, comme vous absolument. disiez tantôt. Je pense qu'on pense tout à tout au début. Oui. Ben, au début, c'est On sûr. pense tout par là. Oui. Parce que moi, je me l'ai fait demander par une amie. Elle dit, quand tu vas être rendu où tu pourras plus fonctionner par toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que j'ai répondu, ben écoute, je vais m'enlever de la carte, là, tu sais, pour pas embêter personne. C'est quand même la première réponse qui m'est venue. Je verrais bien d'ici à ce temps-là, mais c'est quand même ça. J'ai pensé à ça pareil. Ouais. Est-ce que je le fais avant? Est-ce que j'attends plus tard? Ouais. Toutes des choses qu'on a pensées. Je pense que c'est normal aussi. Oui, bon. c'est ce que j'avais mentionné aussi, parce que j'ai vu chez tous les malades, j'ai posé cette question-là, parce que j'étais intriguée par ça. Et tout le monde m'a dit, à un moment donné, j'ai pensé, je m'enlever la vie, et c'est comme une réaction normale, quelque part, qu'on a comme, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Et après, Puis on peut pas petit à être un petit- fardeau. Oui, mais petit à petit, on voit quand même qu'on a des choses à vivre, puis on va pas s'arrêter là. Non, c'est ça. Exactement, mais on y passe tout. On y pareil. pense. On y Oui. pense, c'est sûr. Oui. C'est pour ça qu'un neuropsychologue, une fois de temps en temps, d'après moi, ça serait bon. Oui, oui, oui. Parce que on a beau faire une année, tout va bien, mais on a toujours à un moment donné de l'évolution, toujours à un moment donné de down ou de C'est ça, questionnement ou Oui, puis ça prend des fois deux, trois sessions, puis on se sent de nouveau mieux valorisé, puis mieux, etc. On l'a ventilé un petit peu, puis ça va mieux. oui. L'amour des autres, ça commence par l'amour de soi-même. Ça. Oui, Faut, c'est vrai ça. uh-huh. Vous avez raison, M. Fénix. Et d'abord, il faut s'aimer soi-même
avant qu'on puisse aimer les autres. Mais c'est pas facile. Non, parce que des fois, c'est pas toujours constant. On recommence toujours, vous savez, c'est tout le monde, hein? Ah, oh, oui. Pas seulement les ataxiques, là. Non, c'est tout le monde. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Jean, Oui. est-ce que ça existe ou est-ce que ça pourrait pas exister un genre de comité là, de personnes qui ont l'ataxie, c'est pour les nouveaux qui apprennent qu'ils l'ont, que ces personnes-là pourraient rencontrer ce petit groupe-là qui ont de l'expérience avec la maladie. Est-ce que ça existe, ça? Il y a des gens qui sont des guides là, pour les autres, là, entre autres, je peux nommer Jessica Laneuville. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent. Là. C'est une personne qui est connue par les médias. Là, puis c'est une personne qui, par son rythme de vie, par sa joie de vivre, entraîne les autres. Là. Mais ça prend une formation quand même, là, parce qu'il y a des... c'est ça. Oui. Mais... Ça prendrait une formation, mais je pense que si je peux intervenir à ça, je pense que c'est une excellente idée. C'est une idée à poursuivre, mais ça prend une formation justement pour le faire. Oui, effectivement, je serais aussi d'accord pour ça. Faut connaître, un autre projet. faut connaître la maladie, il faut connaître la réalité de la maladie aussi. C'est ça. Ouais. Exact. Moi, je pensais à ça ou une ligne d'écoute. Là. Ouais. Il y a déjà quand même le forum. Le forum, moi, en tout cas, ça m'a aidé quand même beaucoup au début. OK. Le forum sur avec l'association, là, il y a des gens qui sont dessus. J'y vais pas souvent maintenant, mais quand j'y allais souvent, là, il y a des gens qui sont toujours là, sont toujours prêts à répondre. Il y en a une qui s'appelle, son nom c'est Phoenix. Cellar qui est là aussi, tout ça, là, sont vraiment des... Moi, en tout cas, je leur lève mon chapeau parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, puis je pense que c'est une belle façon, en tout cas, pour commencer, là, pour aider. Oui. Très bien. Je pensais qu'on n'est pas seul. Il y en a d'autres qui vivent la même chose, ça fait du bien. Ça peut aider et ça peut pas aider, des fois, c'est ça. Mais de savoir, oui, il y en a d'autres, oui, ça... Pour certains, ça va les aider. Pour certains d'autres, ils vont le refuser. Moi, je pense à quand on communique avec d'autres personnes qui vivent la même chose parce que on brise l'isolement. Parce que moi, dans mon petit coin tout seul, à la campagne, Oui. Oui, si vous êtes à la campagne, c'est sûr que c'est encore plus difficile. Parce qu'on est plus isolé. Mais je pense aussi, l'association, vous avez il y a une place où on peut donner notre nom. Il y a du monde qui font du bénévolat, puis ils vont rencontrer du monde chez eux. Exactement. Il y a des gens qui sont bénévoles puis rencontrent d'autres personnes, des gens qui connaissent la maladie ou des gens qui sont aussi étudiants. Ça peut être en neuropsychologie, en ergothérapie, en psychothérapie, qui ont déjà une formation médicale ou psychologique pour comprendre l'évolution des gens ou les aider dans leur cheminement personnel. C'est un problème d'acceptation aussi au début, mais un problème de communication aussi, de se faire comprendre la réalité de ce que ces gens-là vivent auprès de leur milieu familial, puis auprès de leurs amis, puis leur réseau social. Il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer une personne comme ça, ils ont juste à communiquer avec vous. Oui, c'est ça, exactement. On va essayer de... Mais c'est pas toujours facile en région, ça peut être... ça se fait dans certaines régions, là, plus près des grands centres, mais quand on s'éloigne, c'est plus difficile de trouver des gens formés, puis des gens qui ont la disponibilité aussi de rencontrer ces autres personnes-là. C'est ça. Faut-tu être vraiment formé ou... Ben, faut avoir une réponse à donner aux questions
de base qui sont posées. Il faut connaître les ataxies, il faut connaître l'évolution de la maladie, il faut connaître les façons de faire comprendre aux gens que même s'il y a une barrière, il y a moyen de sauter par-dessus la barrière, il y a un obstacle, il y a moyen de contourner l'obstacle ou d'éviter l'obstacle. Il faut apporter des pistes de solutions assez rapides là, aux gens qui nous posent des questions. Il faut avoir vécu ces choses-là aussi, ou avoir l'expérience d'autres personnes qui ont vécu ces moments-là. Bon, au moins, c'est une bonne partance, pareil. Oui. À partir de là, on peut prendre un comité. Oui, on pourrait former un comité, mais ça se ferait sous la supervision de, ça pourrait être Mme Bottez ou d'autres personnes qui guideraient ces gens-là, puis leur expliqueraient quoi faire. Mais ça peut être aussi des bénévoles, des gens qui se montrent disponibles pour faire ça, parce que ça consomme du temps, ça, faire ça. C'est ça aussi, il y a une certaine recherche à faire. Mais s'il y a des gens qui participent à la conférence d'aujourd'hui, qui veulent se porter volontaires, qui nous écrivent un courriel, qui nous appellent par téléphone à l'association, on prendra leur nom, puis on formera comme un comité d'écoute ou des gens qui ont une oreille attentive à offrir à d'autres personnes qui ont besoin d'aide. En aide, je trouve, c'est toujours mieux. Oui, ça aussi, c'est bon. Là, le but d'avoir le comité. Alors, c'est ça. Moi, je me porte volontaire. Si vous allez le faire, là, pour communiquer avec moi, je vais participer à ça. D'accord? Moi, dans 2 ans, je vous dis, mais peut-être pas avant, je travaille trop présentement. Okay. Mais ça m'intéresserait, par exemple. C'est toujours répondre à la question de socialiser aussi. Socialiser, s'impliquer dans le flot de la vie, dans le courant de la vie aussi. Là. Être partie de la vie, puis de ne pas... OK, je dois vous laisser. De ne pas s'isoler. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Mme Bottez ou vous voulez encore communiquer? Pas pour moi. Non, moi, c'est ça. Ça fait le tour. C'est pas. On va rompre la communication, puis je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis, on va servir de votre discussion, de la discussion d'aujourd'hui pour mettre en place des projets, puis des comités qui vont rassembler des gens qui vivent avec l'ataxie, les aider à socialiser. Et merci beaucoup. Ça vient d'être Au revoir à tout le monde. Pour moi aussi, ça a été un très grand plaisir.